Je représente 230 galeries qui, globalement, peuvent se diviser en deux catégories. Les marchands, ceux qui s'occupent de second marché, et ce qu'on appelle les galeries, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de premier marché. Le premier marché, c'est-à-dire la relation directe qui existe entre un galeriste et l'artiste, c'est-à-dire la première vente qui est offerte au public. Ce commerçant, entre guillemets, exerce une activité comment dirais-je, au rendement extrêmement faible, dont on attend en général une rentabilité sur une dizaine d'années, puisqu'elle montre des artistes absolument inconnus, qui n'existent pas sur le marché, qu'elle doit accompagner aussi bien en termes de diffusion que de présentation à des critiques, à des musées et bien évidemment à des collectionneurs. Donc cette partie-là, si vous voulez, c'est la naissance en vérité d'un artiste, son accompagnement jusqu'à une certaine notoriété, et si possible, cette notoriété doit également s'appliquer à celle de la galerie qui, espérons-le, va grandir en même temps que les artistes qu'elle représente. Ces galeries sont présentes en France, sont très internationales, souffrent effectivement d'un rétrécissement du marché qui est indéniable, et de fait sont souvent de taille plus réduite que leurs confrères étrangers. Je représente également mes confrères qu'on appelle les marchands et qui s'occupent du second marché, c'est-à-dire l'achat d'œuvres, non pas aux artistes, mais à un tiers qui détient cette œuvre. Leur métier est un petit peu différent, mais toutefois on garde cette idée de choix qui est la marque de notre profession. Ces gens vont acheter des œuvres, faire des expositions, réaliser des catalogues, valoriser une valeur qui est beaucoup plus patrimoniale au moyen de catalogues qui vont faire écrire par des spécialistes étrangers ou internationaux, afin de donner l'image d'une galerie qui accompagne celle des artistes qu'ils présentent. La FIAC, il faut le rappeler, a été il y a une quinzaine d'années une foire dans une situation très difficile, puisqu'elle se cherchait des dates qui ne gênaient pas Frieze, modifier son calendrier en permanence, chercher à attirer des exposants qui ne voulaient plus venir. Bref, on était très loin de la période des années 80 qui avait vu effectivement une effervescence du marché dont Paris était l'un des centres. Et puis, depuis une douzaine d'années, c'est redevenu une foire, un lieu prescripteur. Aujourd'hui, les plus grandes galeries sont de retour à la FIAC, qui d'ailleurs pose certains problèmes à des galeries françaises qui n'y trouvent plus leur place autant qu'autrefois. Il faut savoir que les dirigeants de la FIAC nous expliquent que les galeries françaises pèsent 25% des exposants. Il serait toutefois intéressant de vérifier quel serait ce pourcentage à l'échelle des mètres carrés accordés aux différentes galeries. Et également à l'emplacement. On sait très bien que dans une foire, il y a les meilleurs emplacements, les moins bons emplacements, des galeries plus petites, etc. Quant à la qualité des artistes, là, il y a encore une tendance actuelle contre laquelle je m'insurge. Est-ce que réellement un artiste, la qualité d'un artiste doit être attribuée en fonction du classement qui est le sien dans les ventes publiques? C'est-à-dire, est-ce que réellement, brutalement, on observe depuis 5 ans que la Chine a les meilleurs artistes du monde, alors qu'il y a 10 ans, il n'y en avait pas un? Évidemment que c'est invraisemblable. Le problème, en revanche, c'est la stratégie que chaque pays décide d'accorder à la représentation artistique qui est la sienne. Alors, on observe, je vais essayer d'aller assez vite, grosso modo, ce qui se passe en Allemagne, nos voisins de taille comparable, et chez les Anglais, où effectivement on a une mise en avant très visible des arts plastiques, des artistes qui sont représentés, qui travaillent dans le pays en question. Donc ça se passe au niveau des musées, ça se passe effectivement par une adéquation d'événements entre les foires, les institutions, les critiques d'art, les ventes publiques également, il faut le souligner. Donc tout ce réseau fonctionne d'une façon extrêmement efficace et permet finalement à des artistes relativement jeunes d'avoir très tôt le matériel nécessaire à leur exportation, ce qui est indispensable aux jeunes artistes, c'est-à-dire des catalogues bilingues, des expositions dans des lieux prescripteurs, une qualité en termes de critiques qui savent défendre leur patrimoine et penser à ce qui sera demain. Et c'est malheureusement ce qui en France aujourd'hui manque un petit peu, c'est-à-dire cette capacité à se rassembler, à donner envie à des artistes étrangers de revenir dans notre pays, c'est-à-dire montrer que nous sommes capables de défendre notre scène artistique. N'oublions pas qu'effectivement, comme Philippe le rappelait, le début du XXe siècle, c'était le lieu, la France était le lieu non seulement des grands artistes nés en France, entre guillemets, mais aussi des artistes qui venaient de l'étranger. La France était réellement un pôle d'attraction qu'elle n'est plus. Alors, je n'ai pas de solution miracle à apporter, mais je pense tout de même que revitaliser une scène française me paraît extrêmement important, que si l'on tient compte des artistes qui ont entre 40 et 50 ans aujourd'hui, c'est-à-dire avec une œuvre relativement accomplie, on s'aperçoit que malheureusement, et par rapport à nos pays et aux concurrents qui sont les nôtres, ils sont relativement peu exposés.
Il y a là un manque. Si vous voulez, un jeune artiste trouve toujours sa place parce qu'il suscite un certain espoir. On va très rapidement le voir dans des lieux qui suscitent un certain enthousiasme. En revanche, et ça, on le trouve à chaque génération. Il est faux de dire que ça marche mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années. Dans les années 80, c'était Combas, Di Rosa, la figuration libre. Dans les années 90, toute une série d'artistes qui aujourd'hui, d'ailleurs, pour certains, continuent à fonctionner. Le problème, c'est qu'on ne suit pas nos artistes. On les abandonne au milieu du gué et dans le fond, on se trouve en face d'un problème qui est qu'au moment où l'institution et le marché doivent s'entendre, l'institution a disparu et de fait, le marché ne peut suivre. Et le résultat de cela, c'est que bien évidemment, les galeries françaises ne grossissent pas autant que leurs homologues étrangères. C'est-à-dire qu'évidemment, le niveau moyen des galeries françaises, il faut le reconnaître, est inférieur à celui des anglaises, des américaines bien évidemment, mais aussi des allemandes. Et il devient de fait difficile d'intégrer les grandes foires internationales, donc de montrer ce que nous sommes capables de faire, et ainsi de suite. Donc vous pourrez m'étendre sur le sujet pendant un certain temps, mais en substance, voilà à mon avis les quelques mots français. Il ne s'agit pas de condamner les uns ou les autres, mais il s'agit plutôt de mesurer l'absence de convergence entre les différents acteurs du marché de l'art. En tout cas, c'est que quand vous allez à Berlin aujourd'hui, vous vous trouvez devant un marché surprenant, une ville qui est devenue une capitale de l'art contemporain, sans collectionneurs, ce qui est un peu paradoxal, mais ça permet de mesurer l'impact de ces galeries et des artistes allemands qui rayonnent bien au-delà de leur ville et de leur pays et qui ont compris il y a bien longtemps que les choses ne se passaient pas uniquement dans leur microcosme, mais qu'en revanche, il fallait un point nodal extrêmement solide pour réussir à s'étendre. Ce que nous, malheureusement, en France, nous ne parvenons pas à faire, avec pourtant, et je tiens à le préciser, des lieux qui aujourd'hui connaissent une reconnaissance internationale indiscutable. Le Palais de Tokyo est reconnu dans le monde entier. Le Centre Georges Pompidou, bien évidemment, reste un des plus grands musées du monde. Mais malheureusement, nous ne savons pas valoriser ces lieux pour notre profit. C'est-à-dire que nous restons un pays magnifique, capable d'accueillir des artistes d'exception, mais en revanche, nous sommes visiblement timorés lorsqu'il s'agit d'exporter ce que nous faisons, et il en va de même, je crois, dans d'autres spécialités que dans le monde artistique, si ce n'est que nous pouvons encore changer cette situation aujourd'hui, non pas redevenir le premier pays du monde que nous n'étions et que nous ne reviendrons pas, mais au moins conserver notre rang et valoriser davantage ce que sont nos atouts.